Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, cher Jean-Marc Ayrault, je salue l'arrivée attendue de Son Excellence l'ambassadeur de Haïti en France, Monsieur Louino Volsi, Mesdames et Messieurs qui avaient accepté d'intervenir pour ce colloque, Mesdames et Messieurs les membres de la plateforme Haïti de la Fédération protestante de France qui avaient porté le projet de ce colloque et qui constituait le comité d'organisation, dont notamment la Fondation de la Cause, ADRA France, le DEFAP, le CEL, la Mission biblique et les partenaires qui portaient ce projet, chers amis. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, cher Jean-Marc Ayrault. J'ai eu le privilège, en décembre dernier, de vous entendre présenter la mission de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que vous présidez. Vous avez parlé des enjeux mémoriels qui sont aussi contemporains, qui sont à la fois moraux et politiques, qui sont au cœur de votre action. Et je connais l'engagement politique qui est le vôtre au sein de la société civile et la profondeur de la réflexion philosophique et humaniste qui est la vôtre. C'est pourquoi nous mesurons l'honneur que vous nous faites par votre présence et par votre contribution à ce colloque. Merci de l'avoir accepté. J'ai l'agréable mission de vous adresser quelques paroles de bienvenue pour l'ouverture de ce colloque Haïti, le prix de l'indépendance, organisé donc par la plateforme Haïti de la Fédération protestante de France. Vous le savez, le 17 avril 1825, le roi Charles X signe l'ordonnance reconnaissant l'indépendance de Haïti. Il le fait moyennant le paiement par Haïti d'une indemnité colossale que Victoria vient de mentionner, 150 millions de francs, destinée aux propriétaires esclavagistes. Ce prix payé pour la reconnaissance de son indépendance marque durablement l'histoire du pays et du peuple haïtien. Il les inscrit dans une longue histoire de servitude financière qui empêche son développement. Tous les problèmes haïtiens ne peuvent pas se résumer à ce moment charnière de son histoire, et pourtant Haïti n'en finit pas de payer le prix de sa liberté et continue de s'enfoncer dans l'abîme d'un chaos toujours plus dramatique. Le colloque d'aujourd'hui se propose de prendre la mesure d'un fait historique. Haïti, effectivement, est la première république noire indépendante, née d'une révolution d'esclaves qui a bouleversé l'ordre colonial. Une victoire immense et pourtant entravée dès son origine par des pressions politiques, diplomatiques et économiques dont les effets se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Haïti est devenu le symbole paradoxal d'une liberté conquise dans la douleur et d'une certaine manière constamment ajournée par des forces et des mécanismes qui la dépassent. 2025 marque le 200e anniversaire de cette ordonnance. Et par ce colloque, nous ne cherchons pas à enfermer le passé dans une commémoration figée, mais nous cherchons à comprendre cette longue histoire de ce pays. Nous cherchons à la comprendre pour tenter de façonner le présent, pour travailler les mécanismes d'exclusion, pour comprendre les logiques de dépendance, pour voir les ruptures institutionnelles et les tentatives répétées de reconstruction. Et nous le faisons aujourd'hui dans ce colloque avec des approches croisées, historiques, économiques, philosophiques, mémorielles, théologiques. Toutes sont mobilisées et ont vocation à nous aider à mieux cerner l'ensemble des enjeux et des questions qui se posent à nous aujourd'hui. Comment appréhender cette histoire commune? Comment rendre justice? Comment dépasser un passé qui continue à lester le présent d'un pays et l'avenir d'un pays? Nous savons combien la situation actuelle de Haïti est préoccupante. Nous suivons les violences des gangs, les déplacements massifs, l'inexistence d'un État, les difficultés d'accès à l'éducation, aux services essentiels, à la santé. Et pourtant, nous savons aussi les ressources et la résilience de ce peuple. Nous connaissons les actions portées par les partenaires de ce colloque, les centres éducatifs accompagnés par la Fondation de la Cause, les projets humanitaires
de l'Union des Églises baptistes d'Haïti, appuyée par le CEL, ADRA et d'autres organisations, ou encore l'action remarquable de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti qui anime près de 300 établissements scolaires sur l'ensemble du territoire. Ces actions ne résolvent pas tout, mais elles soulagent, elles protègent, elles donnent des perspectives, elles maintiennent un espoir, elles témoignent d'une résilience profondément ancrée. Elles nous rappellent que, même dans les contextes de crise, des forces vives de la société haïtienne demeurent debout, inventives, déterminées. Vous l'avez entendu, la richesse de cette journée tient à la diversité des regards mobilisés. Nos intervenants aborderont successivement les enjeux politiques, institutionnels, hérités de l'indépendance, les conséquences économiques liées notamment à la dette imposée au XIXe siècle, ainsi que les dimensions philosophiques, sociologiques et théologiques qui éclairent la manière dont le peuple construit sa dignité et son horizon après de telles contraintes. Pour la Fédération protestante de France, cette rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans ses missions, les missions qu'elle porte et qu'elle concrétise en affirmant qu'elle a vocation à rassembler les acteurs, à représenter les églises auprès des pouvoirs publics et à témoigner de notre attachement à la justice et à la liberté, à servir les communautés les plus vulnérables aux côtés de nos partenaires haïtiens. Dans le psaume 85, on cite souvent ce verset « La justice et la paix s'embrasseront » et on se souvient qu'il n'y a pas de paix sans justice. On en parle beaucoup ces temps-ci depuis que la guerre a ressurgi sur le sol européen. Ce verset est souvent cité et aussi souvent est oublié que ce verset comporte une deuxième partie. La bonté et la vérité se rencontrent. J'aimerais aujourd'hui que cette double exigence, celle de la bonté ou de l'empathie réciproque et celle de la vérité, guide nos échanges. Au moment d'ouvrir très humblement les travaux sur un chapitre douloureux de notre histoire commune. Un chapitre qui, parce qu'il s'agit d'une humiliation, n'est pas seulement de l'ordre du passé, mais bien un enjeu contemporain, et pour la France et l'idée qu'elle a d'elle-même, et pour Haïti. Alors, pour conclure, permettez-moi de remercier une fois encore la plateforme Haïti de la Fédération protestante pour l'organisation de ce colloque, son coordinateur Philippe Verseille, Sylvain Cusin qui est la main ou la cheville ouvrière de l'organisation de ce colloque, le service communication qui est mobilisé pour que tout se passe au mieux. Chers amis, puissent nos travaux contribuer à mieux comprendre l'histoire d'Haïti, à éclairer son présent et à ouvrir des chemins de coopération renouvelés. Je vous souhaite des échanges riches et féconds, car Haïti n'est pas seulement un sujet d'étude, c'est un peuple, une créativité, une dignité, une espérance qui nous tient tous à cœur. Merci pour votre écoute. Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher Christian Krieger, merci pour votre invitation. Je suis heureux de vous retrouver. Nous avons déjà commencé à aborder ces questions à Nantes lors d'une réunion qui avait réuni à la fois les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Vous étiez engagés dans un cheminement qui va se poursuivre sur cette question de la mémoire et des injustices qui vont avec et la nécessité de les réparer. C'est un peu le thème de ce colloque. Vous m'avez invité à contribuer par une communication au début de vos travaux. Vous l'avez intitulé Haïti, prix de l'indépendance. On pourrait aussi dire Haïti, le prix de la liberté. Et en tenant ce colloque, je dois saluer, mesdames, messieurs les participants, les intervenants et intervenantes, le fait que vous aidez à sortir cet événement qui est celui de la dette, cet événement inouï, du long refoulement dont il a fait et dont il fait encore l'objet en France. Et c'est un refoulement qui explique que la plupart de nos concitoyens n'ont jamais vraiment entendu parler de cette histoire. Et donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, que j'ai mentionnée, qui est créée assez récemment, dès son origine, dès sa création, a voulu briser cette ignorance parce qu'en fait, elle masque un double défi. Le premier défi,
c'est celui de l'importance de la révolution haïtienne elle-même. C'est un événement majeur qui aura vu tout à la fois la réalisation dans les colonies françaises du programme de liberté et d'égalité des droits de l'homme universel que la Révolution française avait adopté par cette déclaration magnifique des droits de l'homme et du citoyen, et puis la victoire sur les colons européens des populations qu'ils avaient exploitées. La révolution haïtienne, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler le mouvement des droits civiques et de la décolonisation avant l'heure. Depuis, on sait ce que c'est, le mouvement des droits civiques. Eh bien, il a commencé là. Il a commencé avec la révolution haïtienne. Et le deuxième déni, c'est celui de l'empreinte que cette histoire a laissée sur notre monde. D'abord sur Haïti, où les conséquences de la rançon, et je dis rançon volontairement parce qu'il s'agit bien en fait d'une rançon, qui ont entraîné le pays dans un cycle infernal de dépendance, de corruption, de sous-développement que vous avez mentionné, Monsieur le Président. Ensuite, parce que par son antériorité, par son ampleur et par son injustice évidente, l'indemnité d'Haïti est devenue le symbole parfait des injustices mal réparées de l'esclavage et du colonialisme. Et dans ce contexte, le long silence que la France a maintenu sur cet épisode peu glorieux résonne comme un signe de la gêne que beaucoup ressentent encore à l'idée de regarder notre passé colonial en face. Des polémiques à répétition sur ce qui touche à l'Algérie, l'oubli que la démarche impulsée en Nouvelle-Calédonie par les accords de Nouméa de 1998 était en fait, et c'est inscrit dans le préambule, une démarche de décolonisation. Le refus de voir dans les mécanismes qui expliquent la vie chère dans les Outre-mer français autant de legs du système colonial, tout cela illustre à la fois la persistance de structures héritées de ce passé dans la société française et notre difficulté à les reconnaître. C'est d'ailleurs pour ça que vous tenez ce colloque. Vous avez parlé de vérité et de justice. C'est ce travail que vous avez décidé d'entreprendre. En ce qui me concerne, c'est la raison pour laquelle j'ai salué la volonté du président de la République de rompre enfin avec le silence français sur l'indemnité de 1825. C'est ce qu'il a fait le 17 avril dernier en reconnaissant dans une déclaration qu'Haïti a subi en 1825, et je cite, « la force injuste de l'histoire », et en annonçant la création d'une commission mixte franco-haïtienne chargée d'examiner notre passé commun et de faire des propositions aux deux gouvernements afin de construire un avenir plus apaisé. Ce sont les termes de cette déclaration. Cette reconnaissance qu'on pourrait qualifier d'elliptique est donc encore incomplète et on ne sait pas sur quoi débouchera concrètement cette commission mixte, mais au moins elle existe. Elle est présidée pour la partie française par Yves Saint-Jour et elle va commencer ses travaux dans les prochaines semaines. Mais ce 17 avril, cette déclaration et cet événement, c'est quand même une avancée inédite, dont il faut bien saisir toute la portée à la fois mémorielle et la portée diplomatique. C'est une avancée inédite sur le plan mémoriel. Pour la première fois, la France marque officiellement et spécifiquement l'importance historique de l'indemnité de 1825. Elle appelle bien sûr d'autres avancées jusqu'à atteindre la pleine reconnaissance qui libère la mémoire. Et puis la deuxième avancée, c'est une avancée diplomatique majeure, plus importante encore, car pour la première fois, le gouvernement français accepte de parler avec le gouvernement haïtien des conséquences de l'indemnité. Un tel geste ne pourra pas être repris. Il est désormais dans le dialogue officiel entre nos deux pays, parmi les enjeux qui vont guider nos relations pour les années à venir. C'est donc un engagement. Je sais combien ces considérations peuvent sembler, ou vous sembler peut-être abstraites, face à la terrible réalité, Monsieur le Président, que vous avez mentionnée, de la situation actuelle en Haïti. Une évolution du langage des diplomates ne nourrira pas les Haïtiennes et les Haïtiens. Et le fait de savoir qu'en France, les conséquences de l'indemnité de 1825 sont mieux connues ne protégera pas non plus davantage les habitants de Port-au-Prince dans ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et les informations qui nous viennent de l'île parlent en effet d'un pays en chute libre, plongé dans le chaos, la violence, la famine. Sur le plan politique, aucune élection n'a pu être organisée depuis 2016. La présidence est vacante depuis 2021. Le Conseil présidentiel de transition n'a que peu de prise sur le pays.
L'État est complètement en dissolution. Ses principales institutions incapables de jouer leur rôle auprès de la population, qu'il s'agisse de la police, de l'école, des services publics en général. L'essentiel de la capitale est aux mains des gangs. 16 000 personnes ont été tuées depuis 2022. 1 400 000 personnes sont déplacées. 6 millions souffrent de malnutrition, sur un total de 11 millions et demi d'habitants à Haïti. Je décris là une réalité, je n'exagère pas. On en parle peu. Partout dans le monde, les membres de la diaspora et tous les amis d'Haïti vivent impuissants. Le martyre, on peut parler de martyrs de leurs proches et de leurs amis qu'ils ne peuvent même pas joindre ou rejoindre ou protéger. La communauté internationale paraît impuissante, pour ne pas dire indifférente, à juguler cette désagrégation. Face à ce tableau terrible, on entend parfois dire que rien ne pourra jamais marcher à Haïti, comme une forme de résignation. Il en est qui ressortent l'idée d'un pays maudit, puni, condamné à perpétuité, à la tragédie. Une idée, bien sûr, fausse et dangereuse, qui de surcroît n'est pas nouvelle. Il y a plus de 200 ans, Haïti était déjà regardé avec horreur par une certaine élite de l'Europe ou américaine, une élite qui défendait le système esclavagiste, qui s'était enrichie de ses profits et qui ne pouvait accepter l'existence d'un État gouverné par des hommes qui avaient été réduits en esclavage et qui s'en étaient libérés par eux-mêmes. Je dis bien par eux-mêmes. Et pour diaboliser ce pays, ils l'ont dépeint comme un endroit terrible, projetant sur son peuple tous les préjugés que les défenseurs du système esclavagiste avaient fabriqués pour justifier la réduction en esclavage des populations africaines qui auraient été des populations inférieures. Haïti, depuis plus de 2 siècles, n'a cessé de subir le poids de ces fantasmes. Et l'année dernière, parce qu'il y a toujours des traces qui restent, même longtemps après, l'année dernière, la diaspora haïtienne de Springfield, dans l'Ohio, aux États-Unis, en a encore été victime lors de la campagne présidentielle américaine. Lorsqu'il est repris aujourd'hui, ce récit ne cherche qu'à justifier l'inaction et l'indifférence face à une situation qui appelle, au contraire, une réaction d'urgence et d'humanité. C'est pourquoi je le dis avec force. Non, il n'y a pas de malédiction haïtienne. Non, le peuple haïtien ne mérite pas cet enfer. Non, les problèmes auxquels il est confronté ne sont pas insolubles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas complexes, mais ils ne sont pas plus complexes que d'autres situations internationales dramatiques qui ont fini par se stabiliser, comme ce fut le cas au Libéria ou la Sierra Leone depuis autour des années 90. Il n'y a donc pas de raison de penser qu'Haïti ne saura pas, elle aussi, se relever. La force de résistance de sa population est remarquable et la Fédération protestante de France, qui mène des actions concrètes sur le terrain, le sait et en est le témoin. Le courage de ces artistes, par exemple, est exceptionnel. La semaine prochaine s'ouvrira à Pétionville, à quelques kilomètres de la capitale de Port-au-Prince, la 22e édition du festival 4 chemins des arts vivants. Dans Le Monde ces jours-ci, dans le journal Le Monde ces jours-ci, un reportage évoquait l'enregistrement dans un studio mobile d'une émission populaire de télécrochet Podium Quartier, dont la nouvelle saison a été baptisée « Résilience en créole ». Et bien sûr, en cet instant, j'ai une pensée pour Yannick Lahens, grande écrivaine, et qui est membre de notre conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et qui vient d'écrire son dernier livre, et elle reste habitée à Haïti, parmi le peuple haïtien, parfois dans des conditions particulièrement dangereuses. Son dernier livre s'intitule « Passagère de nuit », qui a été couronné 2 fois cette année par le prix du roman de l'Académie française et par le prix Fête Cannes, il y a quelques jours, et je vois là aussi un autre symbole de résilience du pays. Et je n'oublie pas non plus qu'Haïti peut également compter sur une diaspora nombreuse et concernée qui, par ses transferts et sa solidarité, contribue pour une large part à soutenir le pays. Et sur le terrain, à Haïti, vous en témoignez, je l'ai dit, de nombreuses initiatives qui sont prises par la société civile et qui se donnent encore un peu d'espoir à ce pays et sa population. Oui, Haïti a des forces. Et ce sont ces forces qui lui permettront de retrouver le chemin du développement qu'elle aura
lorsqu'elle aura éteint ce feu qui l'embrase de l'intérieur, et cela depuis trop longtemps. Mais nous savons aussi que pour y arriver, ces seules forces ne seront pas suffisantes. Comme dans d'autres endroits du monde, l'appui de la communauté internationale sera indispensable pour restaurer l'ordre public et constitutionnel et rebâtir un État et des services publics fonctionnels. La France devra prendre sa part dans cet effort, ne serait-ce qu'en raison de notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de nous désintéresser du sort d'un pays proche des départements français d'Amérique et dont nous accueillons près d'une centaine de milliers de ressortissants. C'est ça la réalité de nos liens au quotidien. Cet effort est indispensable, même s'il n'est pas dans le débat public. Et on n'en parle pas beaucoup ces derniers jours à l'Assemblée nationale, pas plus qu'au Sénat. Mais si je l'évoque, c'est quand même aussi pour souligner qu'il est d'une nature différente de celui que la reconnaissance de l'injustice de 1825 nous appelle à faire collectivement. Ce sont deux choses différentes et complémentaires. Car reconnaître une injustice, c'est aussi reconnaître la nécessité de la réparer. Sinon, cette reconnaissance n'est pas sincère. Que vaudrait-elle si celui qui fait ce geste refuse d'en assumer les conséquences? Quel sens aurait-elle si elle ne change pas concrètement, durablement, les relations entre celui qui a commis l'injustice et celui qui en a été victime? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait qu'une seule manière de réparer. Face à une injustice historique, a fortiori lorsqu'elle se rattache à une période aussi ancienne, même si l'impact de la double dette a économiquement, madame, vous l'avez rappelé, soumis Haïti à la France un siècle durant, la notion de réparation ne peut être que multidimensionnelle et co-construite. J'insiste sur ce point car il est essentiel et au cœur de la réflexion de notre fondation. Avant d'être un objectif, la réparation est une démarche. Alors je me permets à cet instant de citer la note que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a publiée au début de l'année 2025, à l'occasion du bicentenaire de l'ordonnance de Charles X, que nous avons intitulée « La double dette d'Haïti, une histoire actuelle ». Et voilà ce qu'elle dit en introduction de sa dernière partie consacrée aux propositions. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage propose d'abord une démarche avant de proposer des mesures. Une démarche car il s'agit de cheminer ensemble, France et Haïti, sur un chemin qui concerne l'un et l'autre des deux pays et leurs relations entre eux. Une démarche car la compréhension même de l'idée de réparation pour des crimes passés ou des injustices historiques n'est pas forcément bien connue ni comprise, et qu'elle doit par conséquent prendre ce temps préalable qui est celui de la pédagogie, et qui n'empêche d'ailleurs pas la mise en œuvre de mesures immédiates lorsque celles-ci sont possibles. Donc la pédagogie et en même temps agir, même si c'est dans une première étape. La Fondation suggère ainsi une démarche en 3 volets qui ont vocation à être déployés simultanément mais avec des horizons temporels différents. Le premier volet ne consacre que la France, concerne que la France, et c'est le point sur lequel je conclurai mon propos dans quelques instants. Et le deuxième volet est bilatéral. Il concerne les initiatives que la France et Haïti peuvent prendre dans les domaines culturels, académiques et patrimoniaux. Il peut s'agir, par exemple, d'actions mettant en valeur les patrimoines, les œuvres, les lieux liés à notre histoire commune, de programmes pour soutenir la recherche, la création artistique, l'accueil d'étudiants. De tels projets ne soulèvent pas de questions de principe et ils ne sont donc pas compliqués à monter si on le veut, si la volonté politique existe suffisamment pour leur donner un budget. Et le troisième et dernier volet est politique et diplomatique. Et là, c'est plus complexe, c'est le plus complexe, j'en le reconnais. C'est celui qui demande d'affronter directement la question des réparations pour l'esclavage et pour la rançon de 1825. C'est donc lui qui requiert de prendre ce temps préalable que j'ai mentionné de la pédagogie. D'autant qu'il faut articuler cette démarche à l'action qu'il convient de mener, par ailleurs, comme je l'ai mentionné, la paix civile, rétablir la paix civile en Haïti. J'ai parfaitement conscience du défi que représente une telle ambition. Mais ce qu'avec la Fondation nous disons, c'est que les 2 premiers volets de la démarche que nous proposons peuvent être mis en œuvre dès maintenant et qu'ils permettent donc d'avancer concrètement. Alors que les questions plus complexes font l'objet de réflexions plus approfondies. Nous ne sommes pas condamnés à
un tout ou rien, qui invariablement se transforme souvent en rien du tout. Voilà la première chose qu'il est important de retenir, et de dire à ceux qui, face à ce défi, n'ont qu'une image en tête, celle de la boîte de Pandore. C'est ce qu'on nous ressort régulièrement. Haïti serait une boîte de Pandore, donc il ne faut pas l'ouvrir. Mais cette image paralyse depuis trop longtemps la diplomatie française, lorsqu'il est question, et pas seulement pour Haïti, du passé colonial et du débat aujourd'hui public et mondial autour de la question des réparations. Je dis bien public et mondial, même s'il affleure seulement la France. Il est mentionné aux Nations Unies, il est mentionné à l'Union africaine, dans toutes les organisations internationales des Caraïbes, de l'Amérique du Sud, partout. Et il commence à poindre dans un certain nombre de pays qui sont nos voisins et qui s'intéressent à ces questions parce qu'ils sont concernés comme nous. D'ailleurs, certains exemples étrangers nous montrent que des approches volontaires, graduelles et souvent débutées sur le terrain de la culture permettent d'avancer de façon constructive entre anciennes puissances coloniales et anciens peuples colonisés, dans un dialogue d'un nouveau type, et que moi, beaucoup appellent de leur vœu, nouveau dialogue entre l'Occident et les pays occidentaux et le Sud dit global. Vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut réinventer et surtout s'en occuper sérieusement et avec respect et capacité d'écoute, sans considérer que nous avons raison et que nous portons les valeurs universelles à nous tout seuls. L'universalisme qui serait autocentré et qui fait beaucoup de dégâts lorsqu'il est proclamé de cette façon. Je pense notamment au travail remarquable qui est fait par exemple aux Pays-Bas sur le passé esclavagiste, avec une déclaration officielle du Premier ministre, des crédits et des projets très avancés. La redécouverte par l'Allemagne de son passé colonial et de ses responsabilités, notamment dans le génocide des Herero et des Nama en Namibie, un accord qui a été passé d'ailleurs avec ce pays, après une longue négociation. Et l'Espagne elle-même aussi qui a fait de la décolonisation de ses musées un des premiers pas du chantier que le gouvernement a enfin ouvert, mais elle l'a ouvert sur son passé colonial. Et je pourrais donner d'autres exemples. Et la deuxième chose qu'il me semble important de retenir dans cette démarche, c'est qu'elle a un aspect, et j'y reviens, purement national pour la France. Partager la connaissance sur la double dette d'Haïti, mais aussi sur l'esclavage colonial et les résistances auxquelles il a donné lieu, les résistances des personnes esclavisées, qui n'ont jamais accepté leur mise en servitude, qui se sont révoltées, même avant parfois d'être forcées de monter sur un navire, et par la suite, le marronnage, enfin, etc., tout ça doit être rappelé. Et plus généralement, sur l'histoire coloniale française, ce n'est pas qu'un enjeu diplomatique ou mémoriel, c'est aussi une exigence pour notre pays lui-même. Une étape indispensable à franchir si nous voulons traiter certains des problèmes sociaux les plus sensibles de notre temps sans perdre notre âme. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui de la lutte contre le racisme et les discriminations, que les personnes perçues comme noires subissent chaque jour dans notre pays du fait de leur couleur de peau. Les stéréotypes associés à ces discriminations, eh bien, disons-le franchement, sont directement issus de l'esclavage colonial. Ce sont des stéréotypes qui durent et qui perdurent. C'est-à-dire, en fait, issus de notre histoire, pas celle des États-Unis ou de l'Afrique du Sud. Et la critique de ces discriminations est-elle aussi inscrite dans notre histoire, même si beaucoup l'ignorent, quand ils ne savent pas qui citer, qui ont été des têtes d'affiche du combat contre le racisme et les discriminations, combat pour les droits civiques. On cite Martin Luther King, à juste titre d'ailleurs, ou Nelson Mandela, mais on ne cite pas des personnalités françaises qui ont mené les mêmes combats. Et c'est vrai en particulier pour la révolution haïtienne. Si je prends les écrits d'Anténor Firmin, par exemple, qui était un intellectuel haïtien qu'on a oublié, mais qui pourtant s'est battu contre la théorie de l'inégalité des races humaines à la fin du XIXe siècle. Et c'est là que l'on comprend que la démarche de réparation s'applique en fait aussi à notre pays. Car si la double dette de 1825 a eu des conséquences gravissimes pour Haïti, la façon dont ce passé a été silencié, et là je reprends les mots du regretté Michel Rolf Trouillot, silencié, a eu également des conséquences néfastes sur nous-mêmes. Elle nous a privés d'une clé de compréhension de ce que nous sommes et de la façon dont nous sommes devenus, parce qu'elle a fait disparaître l'un des événements les plus importants de notre histoire moderne, ce moment où, pour la première fois, l'universalisme des droits de l'homme a été mis à l'épreuve dans un cadre colonial et de ce qu'il s'est alors passé.
Mais oui, rappelons que lorsque nous adoptons en France la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on exclut les peuples colonisés, les populations de nos colonies, avec des arguments. Cette question a été débattue à la représentation nationale. Elle a été débattue. Donc ça veut dire que des consciences se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est après la Révolution haïtienne que la Révolution française va se mettre en accord avec ces idéaux, avec l'adoption de la première abolition. Donc ces questions ont déjà été posées bien avant nous. Donc on ne fait que les reposer d'une certaine façon pour les traiter. Et c'est cet oubli, ce refoulement dont j'ai parlé au début de mon propos, qui doivent être réparés parce que bien que loin de nous enfoncer dans une névrose d'autoflagellation, la redécouverte de cette histoire nous rendra plus clairs sur nos principes, plus cohérents dans la façon de les mettre en œuvre, plus crédibles vis-à-vis de ceux en France comme à l'étranger qui nous jugent incapables d'un tel effort et qui doutent de la sincérité de notre attachement à ces valeurs universelles. Faisons collectivement la démonstration que nous le pouvons et nous en serons plus forts et d'une certaine façon plus fiers de nous-mêmes. C'est une manière de sortir de toutes ces polémiques délétères que j'évoquais il y a quelques instants. Il n'y a pas une semaine ou même un jour lorsque ça dérive, et ça dérive de plus en plus, et donc il faut être vigilant, prendre garde, résister. Et votre colloque, c'est aussi une forme de résistance à cette dérive. Cette réparation est donc en fait, pour nous, une auto-réparation, car elle élève celui qui s'y engage, comme le fait le pardon dans la foi chrétienne, et c'est l'ambition que je suis venu porter devant vous en parlant d'Haïti. Mesdames, Messieurs, derrière la question d'Haïti, ce qui est en jeu au fond, c'est la réparation des injustices historiques. Et face aux blessures de l'histoire, face à celles et ceux qui en portent encore les stigmates, les régimes autoritaires préfèrent toujours le silence. Et nous ne sommes pas un régime autoritaire. J'espère qu'on ne le deviendra pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces régimes autoritaires, les régimes autoritaires préfèrent toujours le silence, le mensonge, la répression. Je pense aux courageux militants de l'association Mémorial, arrêtés en Russie, ou aujourd'hui aux fonctionnaires américains obligés de cacher le contenu lié à l'histoire même de l'esclavage à cause des instructions de la nouvelle administration. Mais pourquoi ces régressions? Parce que ces régimes, plus ou moins autoritaires, qui se croient forts, en fait, ont peur de la vérité et ne résistent pas à la vérité. Car c'est la force des démocraties que d'être capable de faire preuve de lucidité sans s'effondrer. C'est dans cette force qu'il faut puiser pour regarder notre passé en face, avec Haïti, et construire ensemble une nouvelle relation plus juste, plus fraternelle, en un mot plus vrai. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Même si nous devons le faire, nous pouvons le faire. C'est à notre portée. Nous y arriverons, j'en suis convaincu, parce qu'il y a des forces dans la société qui y sont prêtes, qui y travaillent. Parfois, elles sont trop discrètes. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous prenez les choses à bras-le-corps, parce que vous êtes convaincus, et je suis convaincu avec vous, que si nous le faisons, nous en serons plus forts, plus unis, plus fiers ensemble. À travers ce colloque, vous participez à ce mouvement, et je vous en remercie chaleureusement. Monsieur, bonjour, merci de m'avoir invité à participer à cette grande conférence portant sur Haïti et un thème sur lequel je dois intervenir, le prix politique de l'indépendance. Alors, je vais essayer de vous présenter en deux grands points. Le premier point, c'est de situer le contexte dans lequel a eu l'indépendance haïtienne, différentes batailles, différentes luttes qui ont été conduites à Saint-Domingue. Saint-Domingue, vous savez, c'est Haïti aujourd'hui. C'était la colonie française la plus prospère, qui correspondait à un quart du produit intérieur brut français, qui produisait du coton, du café, du cacao, à partir de l'exploitation de l'homme par l'homme, comme on dit, c'est-à-dire des esclaves. Alors je vais essayer de vous présenter dans un premier temps le contexte dans lequel a eu lieu la proclamation de l'indépendance haïtienne, pour comprendre bien les effets de cette indépendance sur Haïti et le prix
correspond à cette indépendance. Alors, dans un premier temps, il faut le souligner que la proclamation de l'indépendance d'Haïti a eu lieu le 1er janvier 1804, mais c'est le résultat d'une longue lutte étendue sur plus de 14 années de combat pour l'affirmation d'un ordre nouveau en rupture avec l'ordre colonial. Les historiens ont tendance à privilégier la bataille de Vertières, qui a eu lieu le 18 novembre 1803, mais la bataille de Vertières, c'est le couronnement d'un ensemble de luttes, de combats engagés depuis plus de 14 ans sur Saint-Domingue. Je vais vous montrer tout à l'heure comment la France s'est constituée pour répondre à l'offensive de ce qu'on peut appeler l'armée des Incas, l'armée indigène. Alors la bataille de Vertières, on a tendance souvent à la présenter comme étant une pièce de théâtre qui s'est jouée un seul jour. Or, c'est le couronnement d'un ensemble de luttes. Et cette victoire de l'armée indigène, c'est-à-dire composée d'anciens esclaves, composée de généraux qui ont servi dans l'armée française et qui ont par la suite épousé la cause haïtienne. Alors cette victoire, il ne s'explique pas par la méconnaissance de la géographie, parce que très souvent les historiens expliquent que l'armée française a connu sa défaite parce qu'elle maîtrisait pas la géographie. Ils expliquent ça souvent aussi par la fièvre jaune, etc. Mais ce ne sont pas les explications objectives. Il faut aussi rappeler que c'est plutôt le résultat de facteurs objectifs qui est lié à l'efficacité de la stratégie militaire, à la réflexion préalable, aux faiblesses du positionnement des troupes françaises, à l'incompréhension de la nature de la guerre que s'est livrée l'armée française à Saint-Domingue. Donc 1804, c'est la concrétisation de longues années de lutte entre les diverses catégories sociales pour le triomphe de leurs intérêts de classe. Quand on parle de catégorie sociale, il faut le rappeler, Saint-Domingue, c'était une colonie, une société hiérarchisée, les Blancs qui possédaient les moyens de production, les esclaves les terres, et les affranchis nés du croisement des Blancs et des nègres qui avaient droit à certains privilèges, mais pas tout. Ils se battaient pour être les égaux des Blancs. Et puis il y a les esclaves qui étaient considérés comme objets meubles, qui n'avaient d'autre fonction que produire pour le bien-être de la métropole. Alors c'est une société hiérarchisée par ce que Florence Gautier appelle l'aristocratie de l'épiderme, c'est-à-dire une différence par la couleur de peau. Et cette différence par la couleur de peau surgit dès l'instant où l'ordre esclavagiste est remis en cause dans les colonies françaises d'Amérique. Les affranchis souhaitent garder le statu quo, recherchant l'égalité des conditions de vie avec les Blancs. Les Blancs, eux, recherchent l'appui de la métropole et gardent le système intact, le système de production. Et les esclaves portaient en décharpe le désir de vengeance et de liberté. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, dès 1790, les colons blancs divisés entre associationnistes et indépendantistes voient se soulever, parfois les uns contre les autres, les mulâtres et les libres de couleur qui revendiquent leurs droits politiques. Et en même temps que s'ébranlent à l'ouest d'abord puis au nord, les masses noires aspirant à la sortie de l'asservissement. Alors, pour aboutir à la bataille de Vertières, cette bataille qui marque la rupture entre la métropole, entre la France et Saint-Domingue, et il faut souligner aussi que les masses noires ont conduit diverses luttes, depuis la traversée des côtes de l'Afrique, et puis ensuite arriver sur la terre saint-domingoise. Alors, il y a un moment de résistance important dans l'histoire politique haïtienne, c'est la cérémonie du bois caïman. C'est une réunion politique de convergence d'idées et de stratégies, mais c'est en même temps, la cérémonie du bois caïman, c'est un mouvement de résistance à la consolidation de l'esclavage. Et cette cérémonie du bois caïman a été utilisée pour réveiller le thumos, comme on dit en grec, c'est-à-dire les passions positives de courage, de résilience, mais des passions qui sont travaillées par l'idée de sauvegarder la liberté et pour étouffer toute contestation. Derrière ces passions politiques se profile l'idée contre la reproduction du schéma colonial. Et le serment de Boukman, où est-ce à tout blanc fait nos sibis, voyez-vous ce qu'on a souffert dans notre peau en tant que noirs, et ces participants ont répété ce serment comme une sorte de leitmotiv à ce qui va se passer plus tard et qui va se traduire par la bataille de Vertières. Mais il faut le rappeler, depuis 1790 jusqu'en 1804, la révolution à Saint-Domingue a fait un total de 100 000 victimes et la létalité a culminé au cours de la période 1802-1803, plus de 70 000, ce qui fut véritablement la phase de saturation, de terreur de ce cycle révolutionnaire. Alors, quelle forme s'est exprimée cette terreur?
pour comprendre bien dans les conditions dans lesquelles a eu cette indépendance. Cette terreur imprègne également les opérations militaires, leur donnant l'allure de ce que l'on appellera plus tard une guerre révolutionnaire. Débarqué à Saint-Domingue en février 1802, le corps expéditionnaire français s'attend plutôt à une confrontation classique. Les effectifs paraissent en première vue déséquilibrés. Dans le nord, Christophe, un général haïtien, et Maurepas dispose de près de 5000 hommes. Dans l'ouest et le sud, Dessalines peut en aligner 11 000. Dans l'est, Clairvaux et Paul Louverture en rassemblent un peu plus de 4000. Et si l'on y ajoute la gendarmerie et les cultivateurs mobilisables, eh bien, il est possible de doubler les effectifs jusqu'à atteindre environ 40 000 hommes. Et en face, il y a les troupes de Leclerc. Les troupes de Leclerc dépassent à peine les 10 000 hommes. Donc, on pensait que les Européens, aguerris notamment par la bataille de l'Égypte, allaient triompher. On croirait également à l'expérience de certains généraux qui maîtrisaient bien le terrain antillais, comme Rochambeau, Boudet, Quai-Verso. Mais les combattants haïtiens ils pensaient que les combattants haïtiens seront incapables de tenir longtemps. Et ainsi, au lieu de concentrer navires et troupes, l'amiral Villaret de Joyeuse, commandant de la flotte, et Leclerc divise le corps expéditionnaire français, 450 hommes commandés par Quai-Verso, dirigés vers Santo Domingo, les 3000 soldats de Boudet vers Port-au-Prince, les 1800 de Rochambeau vers Fort-Liberté et les 4000 de Leclerc vers Le Cap. Et quelques semaines après leur arrivée, les troupes françaises ont investi les principaux ports et semblent être parvenus à contrôler le nord et le sud. Mais en garantissant de ne pas remettre en cause la liberté et l'égalité entre les races, Leclerc négocie la soumission des principaux chefs noirs, dont celle de Toussaint au mois de mai, puisque Toussaint va être déporté au fort de Joux, mai 1802, ainsi que le désarmement de ses troupes. Mais ce résultat ne fut qu'un trompe-l'œil, puisque les sièges de position se fixent au prix de lourdes pertes, comme par exemple la bataille qui a eu à la ravine à Couleuvre le 23 février, et surtout à la Crête-à-Pierrot, tout ça c'est dans le nord, du côté d'Haïti. Un mois plus tard, et dans les bandes de l'Artibonite, où la perte du général Rochambeau fut considérable, plus de 5000 hommes. Alors ici tombèrent 2000 Français, et il aura fallu l'intervention de l'artillerie et plusieurs charges à la baïonnette pour prendre le fort, assiégé de près de 18 000 hommes, d'où d'ailleurs une partie de la garnison sous les ordres de Lamartinière arrivera à se dégager pour s'embourber dans un autre poste plus escarpé. Alors ce fragile statu quo auquel les Français qui entre-temps se sont aliénés les mulâtres ne dure pas, puisque les bruits confirmés d'une restauration de l'esclavage dans les Antilles avec Richepense en Guadeloupe en 1802 vont provoquer des séditions dans l'intérieur, notamment menées par ces brigands qu'on appelle des indépendants, c'est-à-dire des chefs de bande comme Belair, Sans Souci ou L'Amour. Et puis il y a aussi la fièvre jaune, certes, il a participé à la décimation des rangs, mais il y a aussi une démoralisation dans les troupes françaises. Et puis les quelques Rochambeau va demander en renfort, il va recevoir 12 000 hommes, et que le même successeur de Leclerc, après la mort de Rochambeau, dans la nuit du 1er au 2 novembre, eh bien, malgré cela, il n'aura pas de victoire décisive. Mais ce qui va, et pour être plus long, plus rapide, je veux dire, il faut le rappeler que c'est une guerre qui a mobilisé la violence dans toute sa forme, on peut dire paroxystique, et la terreur aussi. Il faut rappeler, il s'agit d'une guerre. Il s'agit d'une guerre, et Dessalines disait lui-même, je cite, « Si Dessalines se rend 100 fois aux Français, il les trahira 100 fois. Quand les Français seront en petit nombre, nous les inquiéterons, nous les bataillerons, nous brûlerons leurs récoltes, puis nous sauverons dans nos mornes inabordables. » Fin de citation. Donc c'est une guerre où il y a des massacres de prisonniers, des sévices perpétrés sur les militaires comme sur les civils. Il faut rappeler aussi les supplices subis par les soldats français et aussi l'extrême violence de la guerre qu'on peut mettre aussi sur le compte des circonstances du moment, du déchaînement des passions et des haines engendrées par le combat. Alors Rochambeau, on dira qu'il fut un Dracula dans sa violence. Également les généraux Boyer, Brunet, Darbois, Berger, Kerpoisson. Ce sont des officiers supérieurs, mais qui firent preuve d'une cruauté insensée qui dépasse l'imagination. Des femmes, enfants, vieillards seront noyés dans des sacs qui enchaînés à plusieurs, d'autres dans des boulets attachés aux pieds, d'autres seront asphyxiés au soufre,
dans des bateaux fermés, d'autres pendus, décapités. Donc on voit qu'il s'agit d'une guerre d'une extrême brutalité et des exactions commises de part et d'autre. C'est des 5 conditions donc Haïti va avoir son indépendance et donc Rochambeau sera obligé de céder. Il y a un contrat, pas un contrat, un document de récession. Rochambeau donc renonce à combattre et par la suite Haïti va donc proclamer son indépendance le 1er janvier 1804. Donc vous voyez les conditions dans lesquelles a eu cette indépendance, mais cette indépendance n'a jamais été acceptée par la France, puisque de 1804 jusqu'en 1825, la France continue à exercer des pressions, une politique de harcèlement sur Haïti pour que Haïti cède. Alors, Dessalines, lui, pour répondre à la préoccupation obsessionnelle du retour des Français, a fait construire 30 forts, et puis a construit une armée prête à la guerre. Au premier canon, la nation se met debout, telle a été la formule du moment. Donc Dessalines a pu construire un État, mais un État militaire, construire une administration prête à répondre à tout retour des Français. Mais de l'autre côté, les Français vont avoir une politique d'occultation de cette indépendance, ce que Michel Roftrouillot appelle le silence sur le passé, et que ce passé va être raconté selon le narratif du vaincu, en l'occurrence la France. Alors, pour occulter encore cette indépendance, et la France va exiger donc la reconnaissance de cette indépendance par ce qu'on appelle la demande d'une forte indemnité. Et pour reconnaître que cette indemnité va dépêcher une mission en Haïti, en 1825, 15 navires de guerre qui menacent Haïti. Si Haïti ne paye pas, eh bien, Port-au-Prince sera bombardé. Et donc le président Boyer, à l'époque, après l'assassinat de Dessalines qui a régné pendant 2 ans, 1804-1806, 1806, Haïti est scindé, d'un côté le nord, dirigé par Henri Christophe, et puis l'ouest, le sud, dirigé par Pétion. Et cette scission va donc conduire par la suite, après cette scission, au gouvernement de Boyer. Alors Boyer va donc accéder à la menace française, c'est-à-dire de verser une indemnité pour la reconnaissance de l'indépendance haïtienne. 150 millions de francs or versés, et à la suite d'une mission, par l'officier supérieur, par le haut fonctionnaire Macao, et qui a pu non seulement avoir l'assentiment du président Boyer à verser cette indemnité, mais il a aussi pu convaincre Haïti de se faire accompagner par 2 officiers qui pourraient négocier avec des banquiers français pour permettre à Haïti d'avoir les fonds nécessaires pour payer cette indemnité. Alors, donc, qui a profité de l'indemnité? Il y a d'abord, alors, ceux qui ont profité de l'indemnité, c'est d'abord les anciens colons, les créanciers des colons, les souscripteurs aux emprunts émis par l'État haïtien, qui deviennent des acteurs importants. Et puis, il y a les intermédiaires financiers. Ce sont les plus gros gagnants, puisque les commissions bancaires sont payées rapidement. Tel est le cas de Jacques Lafitte, banquier de la Banque de France, 1804-1820, qui s'est fait rembourser clandestinement par Haïti 1000 obligations au prix de 1000 francs en 1832, alors que ces obligations n'étaient plus cotées qu'à 220 francs à la Bourse de Paris. Voyez-vous? Alors, l'autre bénéficiaire, c'est l'État français, puisque, il faut le dire, les colons français qui ont perdu leurs biens, etc., les moyens de production, ont fait pression sur les différents gouvernements qu'a connu la France. Et quand Charles X est arrivé, il a cédé. Mais l'État français apportait un soutien financier aux enfants des colons venus étudier en France de 1792 et ceux de 1796, et que le versement de l'indemnité d'Haïti devait dispenser l'État français de venir au secours des colons indigents. Mais là où ça pose problème, c'est le poids des échéances. Parce que Haïti, le coût de la dette est déjà important, le montant de 150 millions de francs qui est ramené puisque Haïti ne pouvait pas payer à un moment donné. Donc ce montant va être ramené à 90 millions après les négociations de 1838. Et pour payer les 150 millions qui correspondent à 10 ans de recettes annuelles fiscales d'Haïti, et pour assurer le premier versement, Haïti a dû s'endetter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
puisqu'en 1825, un emprunt de 30 millions au taux d'intérêt de 6% a été versé, mais 24 millions sont versés à l'État français après prélèvement des primes et commissions. En 1875, Haïti fait un emprunt de 36 millions au taux d'intérêt de 8%, dont 21 millions versés à l'État français. Toujours en 1875, 23 millions empruntés à un taux d'intérêt de 5%, 21 millions versés à l'État français. Et en 1896, un emprunt de 50 millions à un taux d'intérêt de 6% et 38 millions versés à l'État français. Puis en 1910, emprunt de 65 millions de francs à un taux d'intérêt de 5%, donc 45 millions versés à l'État français. Et puis ça continue, voyez-vous, le cycle, ce qu'on appelle le cycle infernal de l'endettement. Et 1915, les Américains vont débarquer en Haïti, eux aussi vont tirer leur part du gâteau. Les Américains vont partir avec 500 000 $ américains qu'ils ont dérobés à la Banque nationale d'Haïti. Et les États-Unis vont affirmer leur empire politique sur Haïti et vont donc réorganiser le système bancaire dans leur intérêt. Donc, et Haïti va donc terminer le versement de cette dette jusqu'en 1947, c'est-à-dire pendant plus d'un siècle. Donc c'est pourquoi certains parlent de rançon, et que cette rançon, on le voit bien, a des effets déstructurants de l'économie haïtienne, puisque les premières conséquences de l'indemnité ont été dramatiques d'un point de vue économique. Elle a acculé Haïti à une impasse économique qui, au XIXe siècle, a sapé les efforts potentiels du développement sociopolitique et économique de la jeune nation. Et la dette a participé également à la déforestation d'Haïti, puisqu'il faut vendre beaucoup d'arbres pour payer. Et puis, troisième élément, c'est que les nouveaux libres, c'est-à-dire les anciens esclaves, eux qui sont relégués au rang de sous-hommes, qui ne sont pas considérés comme étant des citoyens haïtiens à part entière, et sur leurs frêles épaules va reposer la dette, puisque ce sont les agriculteurs, les planteurs de café, de cacao, qui vont donc cultiver et payer la dette, et ce qui va donc participer donc à la pauvreté d'Haïti. Et cette pauvreté frappe de plein fouet donc les paysans qui sont astreints à un régime proche de l'esclavage, puisque après le versement de la dette, les différents gouvernements haïtiens ont instauré des règles strictes, c'est-à-dire obliger les paysans à rester sur leur lieu de travail et pour essayer de garder le niveau de production du café destiné à l'exportation en vue de payer la dette. Et la dette à laquelle Haïti a été construite est précédée aussi d'un moment de fortification coûteuse, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Dessalines a dû construire 30 forts et a dû aussi mobiliser les principales ressources de l'État à la défense. Donc, ce qui va contribuer donc à participer à la construction, à la structuration de la pauvreté haïtienne. La dette confine aussi les Haïtiens sur un espace épuisé par les guerres de libération nationale, dont les populations ont hérité, alors qu'elles se sont acquittées du prix démographique et du tribut du sang. La dette entache désormais la construction d'un État capable d'assumer diverses garanties à ses habitants, et sa faiblesse renvoie avec les réformes néocoloniales. Mais ce qu'il faut voir dans l'imposition de ce contrat, de cette indemnité à Haïti, c'est la reproduction du système néocolonial français, c'est-à-dire d'un côté exigeant le versement de cette indemnité, mais également on exige aux producteurs d'accorder des privilèges exorbitants au commerce français. Et ce qui va donc contribuer, comme je vous l'ai dit, à asseoir un modèle néocolonial, c'est-à-dire, certes, Haïti est indépendante, mais liée par la reproduction du système néocolonial. Alors, je termine par là en indiquant que ce prix reste encore aujourd'hui très important, puisqu'il faut voir, il y a une réappropriation qui est faite, on peut dire, de la dépendance d'Haïti, mais à travers ce qu'on peut appeler aujourd'hui, si on jette une lumière très rapide sur les perspectives, c'est-à-dire que la démocratie électorale importée en Haïti depuis quelques années, après le départ des Duvalier, et contribue encore à renforcer
à renforcer cette dépendance d'Haïti, puisque les élections ne sont plus contrôlées par les Haïtiens. Au contraire, c'est un déni de démocratie, puisque ce sont des dirigeants qui sont imposés de l'extérieur, notamment par les États-Unis d'Amérique. Et que donc il y a donc une forme affirmée de la confiscation de l'indépendance d'Haïti à travers les élections et par le poids des puissances. Donc on voit bien qu'il y a, à côté de cette indépendance, par le sang, les larmes, la sueur et la perte en vie humaine, et puis ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que l'indemnité qui a été versée et qui reproduit les mécanismes d'endettement de la dette haïtienne, non seulement du point de vue néocolonial, mais également par les institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai envie de partager avec vous quelques réflexions sur Haïti, un pays auquel j'ai consacré, vous l'avez rappelé, plusieurs années de mon mandat en tant qu'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Et maintenant, près de 15 ans, ça fait 15 ans maintenant que j'ai quitté ce mandat, après la fin de mon mandat, et alors que Haïti traverse une crise les plus graves de son histoire, il m'apparaît utile de revenir sur quelques-uns des enseignements de cette période et sur les défis persistants qui continuent à hypothéquer encore aujourd'hui l'avènement d'une véritable démocratie fondée sur le respect des droits humains. Lorsque j'ai présenté mes différents rapports au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, j'ai constamment insisté sur un point central. L'état de droit, dans son sens le plus large, constitue un élément critique qui traverse tous les aspects du développement de Haïti. Car en effet, sans état de droit, il ne peut y avoir de démocratie effective, ni respect des droits humains, ni développement durable. Cette conviction, elle s'est forgée au cours de mes 11 missions de terrain en Haïti, où j'ai pu à l'époque constater que les avancées formelles, comme par exemple la nomination des juges de la Cour de cassation, la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'aboutissement de certains procès historiques, comme le procès d'Écaille, restait trop souvent lettre morte dans la pratique quotidienne des Haïtiennes et des Haïtiens. Je me souviens d'avoir déclaré, lors de ma 10e visite en Haïti, que la mise en œuvre de l'état de droit devrait être une action de nature profondément politique, permettant de dépasser les décisions purement techniques. Car c'est bien là le nœud du problème haïtien, comment transformer des réformes institutionnelles en garanties concrètes pour la population. Tout au long de ce mandat aux Nations Unies, j'ai développé et défendu un concept sur lequel je vais revenir beaucoup, qui est le concept de sécurité humaine comme cadre d'analyse et d'action pour Haïti. Cette approche que j'avais intégrée dans plusieurs de mes rapports reste aujourd'hui d'une actualité brûlante et elle est également toujours utilisée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et par mon successeur, Bill O'Neill, le rapporteur spécial sur Haïti. Et qu'est-ce que la sécurité humaine? C'est une vision qui dépasse largement la simple absence de violence physique ou de conflits armés. La sécurité humaine englobe la sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, la sécurité personnelle, la sécurité communautaire, la sécurité politique et même aussi la sécurité cadastrale, la sécurité foncière. C'est au fond la capacité pour chaque individu, chaque Haïtienne, chaque Haïtien, de vivre dans la dignité, libéré de la terreur et de la misère, pour rappeler le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans le contexte haïtien, ce concept était et demeure pour moi un élément fondamental de l'approche d'Haïti. Comment parler, en effet, de démocratie quand des millions de personnes ne savent pas s'ils pourront manger demain? Comment parler des droits civils et politiques quand les droits économiques et sociaux les plus basiques, les plus élémentaires sont bafoués? Comment demander aux citoyens de participer à la vie démocratique quand leur énergie quotidienne est entièrement dévorée, absorbée par la survie? J'avais plaidé à l'époque pour que les services publics
et les institutions ne se limitent pas à garantir la sécurité physique des citoyens et de leurs propriétés, mais elles assurent l'accès à la gamme complète des droits humains. Et cette approche de la sécurité humaine impliquait et implique toujours que la reconstruction post-séisme ne devait pas seulement rebâtir des bâtiments, mais reconstruire des conditions d'une vie digne pour toutes les Haïtiennes et pour tous les Haïtiens. On l'a rappelé, le terrible séisme du 12 janvier 2010, qui a coûté la vie à près de 230 000 personnes, aurait pu et aurait dû être le point de départ d'une refondation du pays fondée sur des bases nouvelles. J'avais à l'époque, avec d'autres, plaidé avec force, notamment devant la conférence internationale des donateurs de New York, pour que la reconstruction de Haïti ne se limite pas à rebâtir des infrastructures physiques, mais qu'elle intègre pleinement une approche nouvelle, une approche fondée sur les droits humains, une approche fondée sur la sécurité humaine. Le message à l'époque était clair: si les donateurs se concentrent exclusivement sur la reconstruction physique, la reconstruction institutionnelle d'Haïti, sans accorder une attention égale à la garantie des droits futurs de tous les citoyens, ils risquent de créer et de recréer les conditions qui ont rendu le séisme du 12 janvier dévastateur. Car la perte, on l'oublie trop souvent, de 230 000 vies humaines ne peut être attribuée uniquement à un acte de la nature. La main de l'homme a joué un rôle majeur dans cette catastrophe, notamment à travers des politiques et des mauvaises gouvernances qui avaient conduit Haïti et tant de Haïtiens à vivre si longtemps dans un état de pauvreté extrême, dans des logements inadéquats. La vulnérabilité d'Haïti face au séisme était bel et bien le résultat direct d'un déficit chronique de sécurité humaine. Des décennies de sous-investissement dans l'habitat, dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures de base avaient en effet créé les conditions d'une catastrophe annoncée. Le séisme n'a alors fait que révéler au grand jour ce que les Haïtiens vivaient déjà au quotidien, l'absence totale de sécurité humaine. J'ai alors insisté sur la nécessité de passer d'une logique d'assistance à une logique d'accès aux droits. Il s'agit pas seulement de distribuer de l'aide humanitaire, mais de créer les conditions pour que les Haïtiennes et les Haïtiens puissent exercer effectivement leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, à un logement décent, à l'eau potable. En d'autres termes, restaurer leur sécurité humaine. J'ai également rendu, et je souhaite également le faire, un hommage appuyé aux femmes haïtiennes pour le rôle qu'elles ont joué et le rôle qu'elles jouent dans le maintien de la cohésion sociale. Et j'ai plaidé à plusieurs reprises pour leur association étroite au processus de reconstruction. Malheureusement, force est de constater que cette reconstruction fondée sur les droits et la sécurité humaine n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, en 2025, la situation illustre de manière tragique ce qui se passe lorsque cette sécurité humaine s'effondre totalement. Examinons les différentes dimensions, et Jean-Marc Ayrault l'a rappelé tout à l'heure, les chiffres sont catastrophiques. La sécurité personnelle d'abord, avec plus de 3100 personnes tuées et 1100 blessés entre janvier et juin 2025 en 6 mois, avec 85% de Port-au-Prince contrôlés par les gangs criminels. La sécurité physique la plus élémentaire n'existe plus pour la majorité des Haïtiens. La sécurité alimentaire maintenant, on l'a rappelé, 5 millions, 6 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, dont 6 000 en situation de famine catastrophique. Et pour la première fois dans l'histoire de l'hémisphère occidental, la famine sévit. Les gens qui avaient la chance de manger 2 fois par jour avant la crise n'ont plus qu'un seul repas quotidien pour ceux qui ont la chance. La sécurité sanitaire ensuite. Les hôpitaux sont fermés, inaccessibles. Les professionnels de santé ont fui. Le choléra apparaît aujourd'hui avec plus de 93 000 cas suspects. La mortalité infantile et maternelle reste encore dramatiquement élevée. Sécurité toujours, la sécurité économique. Le chômage explose, les activités économiques sont paralysées. Seuls 40% des Haïtiens ont un accès à l'électricité de manière intermittente et à des prix prohibitifs. Sécurité toujours, la sécurité environnementale, la dégradation de l'environnement,
La déforestation, l'exposition accrue aux catastrophes naturelles crée là aussi un cercle vicieux de vulnérabilité. Sécurité toujours, la sécurité communautaire. 1,3 million de déplacés internes, les communautés sont déchirées, les liens sociaux sont distendus, ils sont brisés, la cohésion collective est anéantie. Sécurité toujours, la sécurité politique. L'État a pratiquement cessé d'exister, on l'a rappelé, dans de vastes zones. Les institutions démocratiques sont paralysées, les élections sont constamment reportées. Et cette analyse, par le prisme de la sécurité humaine, révèle pour moi l'interconnexion de toutes ces dimensions. L'insécurité dans un domaine alimente l'insécurité dans tous les autres. C'est un système complexe d'effondrement en cascade. Tout au long de ce mandat que j'ai occupé, la question de l'impunité pour les violations graves des droits humains a constitué une préoccupation majeure et reste pour beaucoup d'Haïtiens une préoccupation majeure. À l'époque, je pensais à l'affaire de Jean-Claude Duvalier. En janvier 2011, revenu après 25 ans d'exil, j'avais à l'époque fermement plaidé et rappelé que l'existence de crimes commis par le régime de Duvalier est bel et bien établie, a été confirmée à de nombreuses reprises, et les familles des victimes avaient à l'époque fourni aux autorités judiciaires les éléments nécessaires pour renvoyer l'ancien président devant le tribunal criminel. J'avais insisté sur le fait que certains crimes, comme la torture ou les crimes contre l'humanité, encore aujourd'hui pratiqués, ne sont pas soumis à prescription. À l'époque où la communauté internationale a renforcé son soutien à la restauration de l'état de droit en Haïti, un appui sans faille à la lutte contre l'impunité pour les crimes graves aurait pu constituer un signal fort à envoyer au peuple haïtien et particulièrement aux victimes et à leurs familles. L'impunité, c'est aussi une dimension cruciale de l'insécurité humaine. Quand les criminels ne sont jamais punis, quand les victimes ne trouvent jamais justice, la sécurité personnelle et la confiance dans les institutions s'érodent complètement, définitivement. Aujourd'hui encore, en 2025, malheureusement, l'impunité demeure quasi totale. La responsabilité pour les violations des droits humains passées et actuelles, notamment les massacres, les violences sexuelles perpétrées par les gangs, reste inexistante. Sur plus de 5600 personnes tuées par les gangs en 2024, selon les Nations Unies, sur les 207 personnes exécutées lors du massacre de Cité Soleil, combien de responsables ont été traduits en justice? Pratiquement aucun. La démocratie ne se résume pas, encore une fois, à l'organisation d'élections. C'est une leçon que l'histoire haïtienne, depuis 1986, nous enseigne douloureusement. Et durant mon mandat, j'ai eu l'occasion de saluer l'aspiration profonde des Haïtiennes et des Haïtiens à faire pleinement jouer les rouages de la démocratie, leur volonté de s'exprimer en désignant eux-mêmes leurs élus. Mais une démocratie véritable ne peut s'enraciner sans sécurité humaine. Comment en effet demander aux Haïtiennes et aux Haïtiens de participer à des processus électoraux quand ils ne savent pas s'ils survivront jusqu'au jour du vote? Comment construire une culture démocratique quand l'éducation est inaccessible et que l'analphabétisme reste massif? Comment espérer une participation politique éclairée quand les médias sont menacés et que l'information circule si difficilement? J'ai également, et je constate que cette aspiration démocratique se heurte à des obstacles systémiques. Une justice sous-financée et menacée, une police insuffisamment formée, équipée, un système pénitentiaire défaillant et surtout une corruption endémique qui gangrène toutes les institutions. Alors que nous enseigne l'expérience haïtienne pour l'avenir, permettez-moi de partager quelques réflexions pour nous tourner vers le futur. D'abord, toujours en reprenant ce concept de sécurité humaine, premièrement, la sécurité humaine doit être placée au cœur de toute stratégie de reconstruction et de développement. On ne peut pas, on ne doit pas construire la démocratie sur les ruines de la dignité humaine. Toute intervention en Haïti doit simultanément adresser les dimensions de sécurité personnelle, alimentaire, sanitaire, économique et politique. Une approche fragmentée, on l'a rappelé, est vouée à l'échec. Deuxièmement, il n'y a pas de raccourci vers la démocratie. On ne peut pas faire l'économie de la construction patiente d'institutions fortes, institutions indépendantes, institutions respectées. La séparation effective des pouvoirs, l'indépendance de la magistrature, l'intégrité de la police ne sont pas des luxes dont on pourrait se passer en temps de crise.
Ce sont au contraire les fondations indispensables pour sortir de la crise et garantir la sécurité humaine. Troisième observation, la lutte contre l'impunité n'est pas négociable. Chaque fois qu'un crime grave reste impuni, chaque fois qu'un massacre ne donne pas lieu à une poursuite, c'est un message d'encouragement qui est envoyé aux criminels potentiels. L'impunité nourrit l'impunité et elle détruit toute perspective de sécurité humaine. Quatrième recommandation, une approche fondée sur les droits humains n'est pas une option parmi d'autres. C'est pour moi la seule voie viable vers un développement durable. Cela signifie placer les personnes les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les déplacés internes, au cœur de toute politique de reconstruction. C'est précisément ce que signifie adopter une perspective de sécurité humaine, partir des besoins et des droits des personnes et non des intérêts géopolitiques ou des intérêts économiques. Cinquièmement, la responsabilité internationale doit être à la hauteur des enjeux. La mission multinationale d'appui à la sécurité, déployée en 2024 avec seulement 416 officiers, alors que 2500 étaient prévus, illustre bien le décalage entre les discours et les actes de la communauté internationale. Si nous voulons, et nous le voulons, véritablement aider Haïti à sortir de cette spirale, il faut un engagement massif, un engagement coordonné, un engagement durable, et pas seulement des opérations ponctuelles sous-financées. Et cet engagement doit viser la restauration, encore une fois, de la sécurité humaine dans toutes ses dimensions, et pas seulement dans la lutte contre les gangs. Sixièmement, la question de la réparation historique doit être enfin abordée sérieusement. On l'a rappelé depuis le début de cette conférence, en cette année 2025, bicentenaire de la dette imposée par la France en 1825, il est grand temps de reconnaître que l'appauvrissement structurel d'Haïti ne commence pas en 2010 ou en 1986, mais il trouve bien ses racines dans l'esclavage, la colonialisation et la rançon exigée pour l'indépendance. Encore une fois, le déficit de sécurité humaine dont souffre Haïti aujourd'hui est l'héritage direct de cette histoire. Sans cette reconnaissance, sans cette réparation, nous continuerons à traiter les symptômes sans nous attaquer aux causes profondes. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure en rappelant une conviction que nous partageons tous aujourd'hui. Haïti n'est pas une cause perdue. J'ai rencontré, et je rencontre toujours au cours de mes missions, des Haïtiennes, des Haïtiens d'une dignité, d'une résilience, d'un courage, d'une détermination extraordinaire. Je rencontre des défenseurs des droits humains qui, malgré les menaces, continuent leur combat. Des juges qui, malgré les intimidations, tentent de faire respecter la loi. Des journalistes qui, malgré les risques, continuent d'informer. Des organisations de la société civile, des ONG qui, malgré tout, maintiennent la flamme de l'espoir. Le peuple haïtien mérite bien mieux que l'abandon dans lequel nous l'avons laissé. Il mérite une démocratie véritable, fondée sur l'état de droit et le respect de tous les droits humains. Il mérite la sécurité humaine dans toutes ses dimensions, la liberté de vivre sans peur, de vivre sans besoin. Il mérite que les promesses faites soient tenues et il mérite que son aspiration légitime à vivre dans la dignité, la sécurité et la liberté soit enfin respectée. La responsabilité, elle nous incombe à tous, aux autorités haïtiennes, certes, mais aussi à la communauté internationale, aux pays de la région, aux anciennes puissances coloniales. Nous avons tous une part de responsabilité dans la situation actuelle. Il est temps pour nous d'assumer cette responsabilité et d'agir en conséquence. Comme je l'ai dit à l'époque, et je le répète, le développement économique est intimement lié au respect des droits, et le respect des droits de l'homme est un des facteurs de la stabilité. Aujourd'hui, je le reformulerai d'une autre manière, il ne peut pas y avoir de développement durable sans sécurité humaine, et il n'y a pas de sécurité humaine sans respect effectif de tous les droits humains, les droits civils, les droits politiques, les droits économiques et sociaux et culturels. Ce message reste pour moi d'une brûlante actualité. Je vous remercie.